L'un des premiers faits humains fut de représenter des choses, on le sait, sur les parois de ces cavernes. Jusqu'à nos jours, cette activité demeure à travers tout ce qui représente la réalité. Par exemple, le cinéma, la photographie, les romans, la sculpture, et sans se limiter à l'art, puisqu'aussi les robots, manifestement, représentent la réalité. Nous pouvons même célébrer une remarquable conquête en ce domaine, à savoir ces machines qui fabriquent ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Une personne qui les utilise voit des images artificielles, mais ce qui les rend prodigieuses, c'est qu'elles se transforment en réaction aux réactions du spectateur participant. Elles sont interactives. On appelle cette relation feedback et autres feed-forward, plus ou moins complexes, plus ou moins inconscients, car il a fallu qu'on nomme cette logique relationnelle à partir du moment où on la rendait évidente en fabriquant ces machines. On appelle aussi cette science cybernétique ou mécanique cybernétique. Certains y voient la conduite à tenir si l'éthique berne, la cybernétique, ce qui serait amusant. En tout cas, elle prête à penser. Car cette relation interactive à la réalité virtuelle, nous voyons évidemment qu'elle est tout à fait semblable à celle qu'on entretient avec la nature. Notre environnement produit des effets sur nous, et nous produisons des effets sur notre environnement. De sorte que la réalité virtuelle représente la réalité naturelle avec un réalisme, comme on dit, encore plus saisissant que les classiques tableaux, les sculptures, etc. Même les films. Car cette fois, avec cette réalité virtuelle, le spectacle évolue avec nous, comme notre environnement, comme la nature. Nous pourrions nous en tenir là, mais ce serait négliger de la représentation virtuelle d'autres vertus, qu'il serait d'autant plus dommage de ne pas saisir qu'à notre époque des déchirures touchent la réalité naturelle. De la plus grande à la plus petite des choses, de l'atmosphère à l'atome, des transformations se présentent en déséquilibres écologiques et autres ruptures de chaînes qui se multiplient. Nous en imputons la responsabilité parfois à nos machines. Néanmoins, la réalité virtuelle dessine une réunification. Souvenons-nous que pratiquement toutes les philosophies, depuis toujours, ont déclaré que la réalité classique, la réalité naturelle, était elle-même une illusion, Maya, ce qui veut dire que la réalité naturelle est virtuelle, si bien que nous pouvons renverser notre point de vue. Voyez-vous, ce n'est pas un tour de passe-passe, un sophisme, c'est une réunification des choses, des dites artificielles et dites originelles réciproquement s'éclairant. À cette réunification, cette conférence va s'appliquer, en montrant que ces principes de la réalité sont en même temps et conjointement décrits par la théorie psychanalytique et actualisés par les nécessités écologiques. La situation écologique peut être une heureuse urgence. Elle pourrait sortir l'humain de son narcissisme. Voici longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion d'un face-à-face aussi exemplaire avec la réalité. Cette situation peut tenir à la surpopulation. De toute manière, nous l'avons remarquablement précipitée par la science. Du coup, ce mouvement activateur, la science, laisse perplexe. Il pourrait déjouer une fatalité en la devançant. Examinons-le donc un instant, à partir de ses origines proches, quand la culture parut diverger de celle d'Asie comme au Moyen-Âge. À cette époque, une pratique et doctrine du nom d'hermétisme regroupa l'alchimie, l'astrologie et bien d'autres sphères qu'on nomme encore aujourd'hui magie. Mais cette activité comptait aussi la botanique, la médecine et même la mécanique. Tant et si bien que nous pouvons reconnaître l'hermétisme pour pré-scientifique, l'ultime étape à la base de notre science et de ses découvertes. Et par sa proximité, on peut évaluer comment au Moyen-Âge on voyait le rapport des choses et de la pensée. Ainsi, de nos jours, on considère qu'à l'époque,
on imaginait que les choses dépendaient de la pensée, d'une façon pas si bête, quoique un peu raide parfois. Que les choses soient créées par la pensée, c'est enfantin. Mais un ajustement minime change de beaucoup ce point de vue. Les choses ne sont-elles pas transformées par la pensée? N'est-ce pas bien plus acceptable? On peut certes voir en toute transformation une simple conséquence mécanique. Jusqu'à ce que cependant l'écologie souligne par ses problèmes particuliers qu'il y a des situations d'impasse et si peu naturelles qu'elle ne saurait mieux traduire que notre pensée s'y soit en dernier sort épuisée en transformation. D'ailleurs, déjà, l'usage nous prévient de nos difficultés à comprendre l'origine des transformations. Nos fables en témoignent, en comptant que citrouilles se changent en carrosse. Et la psychopathologie collectionne bien des rituels transformateurs. Et lorsque le doute l'emporte, on adresse des prières à un penseur pour qu'il transforme pour nous les choses ou bien notre destin. Tout cela nuit au raisonnable de l'idée que les choses sont transformées par la pensée, mais à la fois témoigne en faveur d'une relation entre les choses et la pensée, vaguement parente à ces superstitions primitives. Certains optent pour penser en groupe. Cela n'éloigne pas la pensée magique, mais y jette une lueur. Car, songeant à nos antiques herméticiens, nous apprenons qu'ils attribuaient la pensée transformatrice et créatrice des choses à un dieu qu'ils nommaient Nous. Vous avez bien entendu, j'ai prononcé Nous. C'est parce que ça s'écrit comme nous, avec un S comme nous tous. Pronom de la première personne du pluriel. C'est une coïncidence, peut-être, le nom de ce dieu démiurge. Mais admettons que pour une doctrine qui prépare à la science moderne, ça tombe bien. Et à présent, nous identifions les mécanismes des groupes par la sociologie. Or, cette science récente combine donc cette caractéristique moderne d'estimer l'information comme une chose en elle-même, telle la représentation de l'interaction au cœur de la cybernétique. Et les herméticiens se distinguaient de surcroît par une technique singulière. Raisonnant à propos de l'environnement et de la pensée, puisqu'à l'évidence l'idée n'agissait pas directement sur la réalité, ils s'en tenaient à travailler l'image mentale, comme représentation précisément. Ainsi, leur magie procédait par imagination d'images codées qu'ils situaient, toujours par l'imagination, à des places symboliques. Par exemple, les figures du tarot dans les places du zodiaque. Lorsque le modernisme, par conséquent, traite la représentation comme une chose, il intensifie l'option de la communauté des herméticiens pour pénétrer comment on se représente la réalité dans l'ensemble. Cette intensification s'est manifestée comme une rupture. Autant l'antique pratique maintenait la mise en cause d'un sujet absolu et parfaitement imaginaire, autant au grade contemporain d'objectivation de la représentation, le sujet en cause a basculé dans le refoulement. De fait, l'idée du Dieu, Nous, s'est volatilisée avec la pensée scientifique moderne. Au décours de cette disparition, nos jours attestent que s'alléger d'un Dieu permet d'inventer des formules à l'occasion, et en l'occurrence, qui rendent compte en sociologie de la transformation des choses. Par exemple, pour la pensée moderne, à l'individu, une fonction rattache la société, et de cet ensemble dépend l'environnement, ou inversement, tandis que la formule peut varier pour souligner la relation directe entre l'environnement et l'individu. Cet exemple, un peu sommaire, prend sa valeur si on l'emploie comme une icône, garante qu'en réalité, le fait généralement de combiner une algèbre avec une optique, par exemple sociologique, aboutit à la formation d'un organisme. En ce cas, organisme social, comme on le dit bien.
Mais avant de prendre la mesure des conséquences de cette organisation, il convient de constater que nous n'avons pas perdu le lien avec le Moyen-Âge. Et effectivement, l'importance qu'on donne à l'image subsiste. Nous rattachons le désir, les fantasmes et l'appétit de consommation à des facteurs psychiques qu'on appelle imagos, qui sont bien la version moderne des figurines anciennes, mais avec la particularité d'être sociales, elles sont plus proches d'êtres vivants, s'appliquant moins à quelques archanges intemporels qu'à des leaders, c'est-à-dire aux représentants, dont les parents du complexe d'Oedipe sont le prototype, n'est-ce pas? Alors, cette relative animation des images psychiques parachève la fonctionnalité d'un organisme social. Sans doute permettra-t-elle qu'on réalise que les conduites collectives vis-à-vis de l'environnement dépendent de la manière dont la société humaine investit de puissance telles et telles parmi ses membres. Même les psychohistoriens les plus naïfs s'intéressent ainsi à la psychologie de leur président. Ici, l'ère moderne progresse radicalement et finit par réduire les idéologies comme les derniers prestiges de l'imagerie interne. Elle divulgue une psychologie publique avec ses schémas de la transformation de la réalité. Ce bref rappel a montré les conséquences d'une représentation évolutive de la réalité passant les lois de la pensée jusqu'à s'expliquer par les lois de groupe. En y faisant attention, nous pourrions voir que cela signifie que la transition du nous antique au nous pluriel fait l'histoire de la démocratie, connue comme un particulier régime du représentant. Et surtout d'y voir son rôle dans le destin en rapport avec les éléments naturels. C'est ce que la psychanalyse dévoile, mais il va falloir l'expliciter. La psychanalyse paraît à son origine la référence naturelle à l'écologie. Elle mit la réalité classique en parallèle avec la réalité psychique. Par conséquent, elle s'inscrit dans cette logique tout à l'heure décrite entre les réalités naturelles et virtuelles. Cette première référence lui donne l'occasion de formuler un système de relation à l'environnement. D'après sa théorie, l'énergie qui anime l'humain, c'est-à-dire la pulsion, procède comme un trajet de navette qui met en relation l'extérieur et l'intérieur tout en rendant compte de ce qui s'en produit, de bénéfices ou de déchets. C'est un fait, remarquons-le, qu'avec pareil concept, la psychanalyse fut contemporaine de l'éveil de l'écologie dans la civilisation. Mais de plus, cette analyse du psychisme ajoute un contexte. À côté de ce premier domaine, pulsionnel, où elle lie énergie et transformation vitale, dans le domaine des institutions, elle complète ces concepts en se fixant une référence de base connue comme l'idéal du moi, traduisant que le moi, en charge de gérer l'économie des forces vitales, s'idéalise d'emblée sur des modèles sociaux. En guise de couronnement, Freud rattacha cet idéal, popularisé depuis la République de Platon, dans l'espace qualifié narcissique, décrivant ce qu'on appelle ailleurs environnement, les mêmes lois et caractéristiques inertielles y régnant. Déjà, on voit que Freud renouait avec l'antique estimation d'un univers virtuel, tandis que d'une part, la cybernétique avec son énergétique entrait sur la scène du siècle, pendant qu'à son avant-scène commençaient à s'animer les représentations sociales, comme on le vit avec les imagos, n'est-ce pas? À partir de là, la psychanalyse, d'abord avec une certaine inconscience, comme il fallait s'y attendre, se développa, jusqu'à prendre des dimensions considérables. Elle progressa même dernièrement dans sa distinction du réel et de l'extérieur, et pourrait finir, avec sa double référence, naturelle et sociale,
par dépasser une écologie qui lanterne. Mais à ce point, pour affirmer cette raison de supposer que la notion d'inconscient fut avantageuse à la gestion de l'environnement, il faut développer quelques arguments dans le détail, ce que je vais faire maintenant. La représentation du psychisme par la psychanalyse débute avec un dualisme simple, réputé psychologique. Ce point de départ tient qu'une personne sociale, grand A, se présente comme une source d'orientation double, vers les objets physiques et vers les autres personnes qui représentent des objets pour elles-mêmes. Résulte un chassé-croisé, car nul ne s'entend être l'objet qu'il représente pour l'autre. Ce diagramme de la faculté de psychologie figure en une forme de croisillon les deux vis-à-vis orientés vers un objet commun, X, et partageant la duplicité sensible de la relation humaine. C'est de cette base que la psychanalyse poursuit. Tenant compte du fait qu'on réfléchit, parfois, elle ajoute un degré. La duplicité réfléchie aboutit alors à un complexe bientôt incalculable, mais analysable en son fond, qu'on peut formuler en termes assez réduits pour le figurer soit en relation oedipienne, soit démultiplié en situation de foule. On voit à présent ce schéma par Freud de la foule, selon lui, réduite en la formule à 3 individus. Il est très remarquable que ce soit pratiquement le seul diagramme qu'il ait produit durant toute sa carrière. C'était au moment où il découvrait le lien entre la psychanalyse et la psychologie collective. Ce schéma de la foule recueille les étages classiques du ça, moi, sur moi, au sein d'une portion de foule où chaque étage est occupé par un individu variant ses investissements, et dont, en masse, le plan d'ensemble s'intercale ou fluctue entre d'une part les objets du monde objectal et d'autre part l'idéologie, voire les idées et pour certains la pensée. Quoique fort abrégée, cette présentation offre une idée de l'architecture psychanalytique, d'autant qu'elle introduit qu'à sa suite une deuxième génération de la psychanalyse menée par Jacques Lacan avança de variantes. Sous la forme de son modèle optique, on y retrouve les 3 degrés d'identification, avec ici, à gauche, les sources réelles de la subjectivité en vis-à-vis de leurs idéaux. Tandis que pour cette formule, le plan médian s'entend comme un miroir plan, ici vu en tranche. En somme, l'individu, semblant de Freud au centre de la foule, y est là comme un grain de ce miroir, sorte de psyché où les choses se mirent en imago qui siègent dans l'espace au-delà du miroir. Je me suis un peu attardé sur ce schéma de base de la psychanalyse pour qu'on voit bien le point d'appel par où l'écologie s'y rattache. On sait que c'est l'objet modifié, voire le déchet, qui saisit d'abord l'écologie. La visite que nous venons de faire des conceptions freudiennes montre l'objet de la pulsion. Un objet qui nuit ou instruit, véhicule, nourrit, chauffe ou brûle, investit ou exécré, toujours dont l'être humain traduit un besoin vital, et qui, à la fois, met en péril cette vitalité et ses ressources générales. C'est l'argument de contact, le point d'abord commun entre la psychanalyse et l'écologie. Toutefois, typique est l'embarras d'une écologie déjà traditionnelle, tant qu'elle demeure indécise quant au crédit à allouer aux objets de l'industrie. En regard, la psychanalyse est à jour. Son schéma montre sa vue d'une distinction dans la catégorie des objets, suivant ces points, X et O, désignant leur affectation,
soit à la nature, soit à l'entreprise humaine. Si deuxièmement, nous réalisons que la perception de l'objet reste encore ce qu'il y a de mieux dégagé d'une initiale écologie par rapport à la cause des lois sociales, nous trouvons à nouveau l'apport freudien notable. Puisqu'au monde objectal, il relie la morale d'une manière formulée, la partie droite de son modèle représentant les idéaux dans le domaine social. Évidemment, j'abrase beaucoup les subtilités et les conséquences de ce que la psychanalyse signifie. Mais ce n'est que pour énoncer de la façon la plus claire qu'avec ce diagramme dans son ensemble, nous avons la formalisation actuellement la plus intégrale qui soit du fait écologique. Ce modèle peint les relations du moi, ici au centre, avec ses idéaux à droite, les institutions et leurs représentants, sous-tendant sa connexion à ses occupations biologiques à gauche, personnelles et collectives. Sans insister maintenant sur le bagage philosophique, ou plus exactement métapsychologique, propre à l'Occident, d'où ce modèle dérive, nous en arrivons simplement à nous demander. Mais alors, si la différence entre écologie et psychanalyse s'estompe, pourquoi n'est-ce pas depuis toujours connu? Eh bien, nous l'ignorerions parce que l'écologie est jeune et que la psychanalyse l'aurait précédée dans l'état clair-obscur de l'intuition. Nous ne saurions être étonnés que l'intuition entretienne d'étroits rapports avec l'inconscient et que l'histoire de la psychanalyse offre une occasion de s'en rendre compte. Une esquisse qui représente comment quelque chose s'instaure, ici l'écologie, précédée de son intuition, permet de distinguer ces quatre phases, O ou 0, A, B et C. En ce cas, la psychanalyse A puis B étant propre la forme intuitive d'une écologie B et C. Quand la conscience s'éveille, elle tâtonne, s'ajuste par critique et dialectique. Ça ne se passe jamais autrement. Avant une intuition existe ce temps, 0, où elle se prépare, assurément, puis, lorsqu'elle apparaît en tant que telle, durant une phase A, elle est encore étrangère à la représentation qu'elle vise. Quand cette suivante à son tour paraît, l'intuition s'y superpose d'abord en une phase B où elle se transforme, mais comme intensifiant sa différence. Ce n'est que plus tard, finalement, dans une phase C, que la conscience achevée lie et tire toute la substance de l'écho et du mixage de ces apparences étagées, comme mutées et souvent inversées, voire déniées. Ce modèle d'une intuition de l'écologie demande à ce qu'on le vérifie. Si la psychanalyse effectivement passe par de telles étapes d'une métamorphose, on doit pouvoir en constater le progrès. Or, c'est bien le cas. En même temps qu'elle s'approche actuellement de l'écologie, la psychanalyse retrouve la mémoire, à savoir qu'elle répond d'une zone, comme ici, O, où elle fut pratiquée, à l'époque sous le nom d'art de la mémoire, au cœur des premières républiques de Platon, d'Aristote, voire même plus tard, durant le Moyen-Âge. Deuxièmement, au présent, identifie-t-elle ses connexions à la science de son propre temps, c'est-à-dire la logique cybernétique. C'est ce que nous venons de voir, et j'ai ouvert la conférence sur ce thème, tandis que dans le détail, ces progrès ont été décrits, tous deux, soit par des auteurs ou par deux conférences et textes précédents. Nous constatons donc bien une évolution de la psychanalyse qui approfondit sa reconnaissance et sa réflexion, ce qui conforte l'attendu qu'il s'agisse d'une intuition. En l'occurrence, spécialement idoine à l'écologie, selon ce que d'autant, comme il se doit, le phénomène en lui-même nous apprend. Il montre que durant les phases A et surtout B, la psychanalyse s'est prononcée tout à l'inverse d'elle-même, se déniant. Il s'agit des cures qu'on aura dites classiques, singulièrement sectatrices du symptôme du pouvoir, transférées
et contre-transférée. Dénoncée sur ce point par la défiance du public, elle demeure toutefois armée pour une autocritique. Et l'écologie est complexe de la même manière. Deux sphères similairement menacées d'une même facture perverse des bonnes intentions. Un modèle qui a l'expérience de cette immaturité l'en prévient. En d'autres termes, de l'intuition à l'intention, la première des deux sœurs va instruire l'autre de son expérience. En somme, nous comptons donc bien 3 attestations d'une intuition de l'écologie à partir de la psychanalyse, s'ajoutant à leur coïncidence de fond, sinon fondamentale, sur l'objet, l'idéalisation, sur les relations extérieures, intérieures, etc. Première attestation, la mise au clair sur son histoire, c'est l'art de la mémoire. Deuxièmement, sur sa logique et sa science, la cybernétique. Et troisièmement, leur familiarité, pour ainsi dire leur union. Si tant est que pour substantialiser ce troisième accord, l'analyse en acte développe une technique innovante. Or, c'est aussi ce que les faits confirment. À vrai dire, il se pourrait qu'un amendement de sa méthode classique fût le critère le plus assertif d'un éventuel réalisme de l'ambition freudienne. S'il n'est pas vain d'être en règle avec une loi de l'évolution. À la jonction corps social-environnement, la psychanalyse exerce des principes affinés, relevés sous l'accent de psychanalyse plurielle. Et sous ces garanties multiples, finalement, sa théorie a progressé jusqu'à la production d'une technique, l'analyse plurielle, dont voici un descriptif. Selon cette méthode, le groupe se réunit en un lieu préalablement défini et s'applique à son travail habituel. Il peut s'agir de conseils d'administration, de réunions régulières ou de travail d'équipe par exemple. Le psychanalyste, quant à lui, n'y assiste pas. Une fois la réunion commencée, les membres travaillent, discutent et s'organisent autour de l'ordre du jour. Au bout de quelque temps, le psychanalyste pénètre discrètement dans l'espace du groupe. Il propose alors à un seul membre de le suivre dans une pièce voisine. Ce procédé, simple, améliore et maintient la psychanalyse en soulignant 2 caractères. D'abord, il conserve le dispositif essentiel qui isole le fait de parler. Deuxièmement, en s'appliquant au groupe, la procédure, évidemment, franchit un abîme qui la séparait de la psychologie collective. Cette personne va constituer le -1 du groupe. Quelques minutes plus tard, il reprend sa place. Puis le psychanalyste intervient à nouveau en proposant à un autre membre de le suivre. Cette extraction se répétant, elle applique une ventilation sur le groupe, qui donne sa première efficacité à la procédure. Il est notable que cette rotation d'un facteur -1 n'altère pas le processus collectif. Au contraire, il le souligne. C'est pourquoi l'analyse plurielle, avec cette première efficacité, s'intègre dans une sociologie vivante du groupe en activité. En prenant du recul, le membre peut alors à son aise libérer sa parole, la discrétion étant garantie par cette extraction. Il peut résoudre certains problèmes personnels ou voir ce qu'il représente au sein de l'équipe. Il s'agit d'une seconde efficacité de la procédure. De plus, les entretiens se succédant, le psychanalyste récolte, au fil de la séance, une perspective unique de la perception du groupe. Une série exclusive qui forme un objet propre à l'observation scientifique. S'ajoutant aux entretiens individuels et réfléchissant les effets -1, cette série donne sa 3e efficacité à la procédure. Enfin, précisons que cette action ne dépareille pas, mais au contraire, étend le domaine propre à la psychanalyse. Car on démontre qu'un patient, s'objectivant sur un divan, parle en direction d'un être imaginaire, mais aussi qu'un psychanalyste, à l'écoute de cette parole clivée, issue de son patient imaginant, est strictement équivalente à un analyste isolé d'une population dont il reçoit des messages émis par ses participants séparément.
L'analyse montre qu'il n'y a là qu'une même opération, en miroir, en l'occurrence psychique. L'assignation par Freud de sa méthode à la psychologie collective est donc ratifiée. Et de plus, nous avons vu que par la même occasion, elle rehausse son lien à la biologie environnementale. Nous pouvons maintenant retrouver une vue plus générale. Reconnaître l'environnement, c'est, par force logique, mettre au centre l'individu en respect de sa liberté par conséquence. Cette évidence n'est pas perceptible sans concept freudien, et non plus sans que ces concepts intègrent une certaine psychologie collective. Au stade de cette conférence, nous y voyons une morale civilisatrice qui appelle 3 remarques. Une société dépend d'un régime énergétique partiellement comme une économie biologique. Deuxièmement, le notable accroissement de la population humaine doit bien avoir quelque rapport avec la sexualité. Ces 2 faits s'accordent sans peine avec la notion de libido. Troisièmement, le transfert et l'inconscient ne peuvent pas exister s'ils sont sans expression dans la société et dans l'histoire. D'où l'importance d'étendre la psychanalyse à la psychologie collective. Mais ces remarques sont brèves car elles ne visent que le contraste entre leur simplicité, voire leur intérêt vital, et une peine qu'on éprouve à les saisir. Ce paradoxe forme l'horizon de l'écologie. Sa complexité nous pétrifie. Cela fait songer à ce qu'on appelle réflexion. C'est une absorption qui, elle, aboutit. Or, qu'est-ce que réfléchir, sinon analyser son état psychique ? Dans toute son ampleur, celui-ci ne s'atteste qu'en démontrant qu'il témoigne du lien entre l'individu et la société. En termes simples, dans l'opportunité d'exercer dans le social sa pénétration qui s'est anéantie dans sa sphère personnelle. Cette extraversion est tout à fait traduisible. On peut estimer l'application de la psychanalyse dans une entreprise. Dans la situation d'entreprendre, comme dans le cas d'une troupe de théâtre en représentation d'une œuvre ou d'une équipe de sport qui s'énergétise, tout ensemble subit, venant de l'extérieur, des impacts variés. Parmi eux en sont de spécifiques que sont les interrelations, lesquelles, si elles engagent ce que Marx appelait la matière première, sont encore plus précisément écologiques. La complexité de ces impacts, usuellement, s'accommode du refoulement et des idéologies. Mais lorsque ces machines exposent les relations cybernétiques, les imposent, dirait-on même, la conscience s'en trouve forcée. S'ensuit une révision qui touche les groupes dans leur essence, leurs instances de décision, d'idéalisation et autres facteurs d'animation. Ainsi, dans ce vaste élargissement du projet social qu'aujourd'hui l'écologie provoque, elle convoque donc les imagos, appelant à une intervention adaptée. Pour en décrire la raison et la structure, comme nous l'avons vu sur les schémas, la psychanalyse signale bien sa compétence pour y répondre. En bref, nous dirions que les effets retours de la technologie moderne, premièrement, s'exercent sur le milieu social, deuxièmement, d'une manière analysable, en l'occurrence, troisièmement, atteignant au psychisme, tandis que quatrièmement, il coïncide une méthode issue de la psychanalyse. Cette vue générale mènera au terme de cette conférence. En présentant les relations fondamentales entre l'analyse du psychisme et l'écologie, elle a découvert un panorama et l'avenue d'une nouvelle exigence culturelle. Profondément creusée par une métamorphose technologique, elle débouche sur ce qu'il faut bien appeler une épistémologie industrielle. Après qu'on ait découvert, à la Renaissance,
la dimension de l'espace, on peut dire, presque sans fioriture de langage, que notre âge découvre des espèces, la dimension, sur l'échelle, en ce cas, de l'évolution. Ce concept darwinien est récent. Nous ne faisons que commencer à le réaliser concrètement, la génétique paraissant sa figure. Or, cette échéance, l'émoi d'abord la tient pour déchéance. Certes, on peut se voir décrépir entre clones et robots, ou pire, ne pas le voir. Ou bien rêver d'une gestion, en ce cas d'une conscience, d'une transformation accélérée qui s'appela l'histoire d'une évolution biologique contrôlée. D'une manière ou d'une autre, nous sommes face aux faits, et la cybernétique s'y ajoutant, nul secteur de l'industrie n'est maintenant plus séparé d'un marché métamorphosé. Et pour cause, ce sont ses propres forces industrielles qui ont dépassé leur assignation aux biens matériels. Ironie du sort, tragique ou comique, c'est en tout cas l'invite à prendre acte d'un désir nouveau. Une fois perturbée l'économie statique des sociétés primitives, nous sommes nostalgiques. Mais plutôt que parler de production qui se resserre, on peut réaliser qu'une production ne convient qu'à un certain moment, un certain temps. Selon la psychanalyse, cette situation se laisse décrire. Les conditions de l'offre sont mieux traduites par une demande qui change plutôt que par le modèle des crises économiques. Car ces crises sont celles de la névrose hystérique. Sans doute connue pour camper l'idée d'une transformation de conscience. Sur ce seuil civilisateur, elle décrit la logique du désir. Et cette logique n'est pas incongrue en termes de groupe. Elle montre qu'une collectivité n'est entreprenante qu'investissant l'objet qu'elle offre, ce qui donne avec la concurrence une raison narcissique, laquelle réfléchit la nécessité d'adapter une production en avance pour exister. C'est la logique de cette anticipation qui forme le psychisme comme une instance d'évolution. Il aura suffi de reconnaître que les structures sociales y font reflet pour que la psychanalyse rallie la notion de groupe non pas à l'inerte utopique, mais à la dynamique dialectique que l'écologie signifie. De ce point de vue, finalement, en pratique, l'une l'autre, écologie et psychanalyse, ne se distinguent plus que comme stratégies réciproques de perspectives respectives. Je terminerai là ma présentation de cette double identification de la psychanalyse et de l'écologie. Nous sommes arrivés au degré de l'éthique. L'intérêt de s'en tenir à ce terme fut de montrer qu'à seulement exploiter le niveau d'une raison pratique, déjà le caractère utilitaire d'une analyse plurielle est descriptible, voire aisément descriptible. En vous remerciant de votre attention.